Bonjour et bienvenue dans Géopolitis, consacré cette semaine à la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo. Après Goma, Bukavu, les chefs-lieux des deux provinces du Kivu sont tombés aux mains des rebelles du M23, soutenus par le Rwanda. Comment comprendre cette escalade actuelle dans cette région minée par plus de 30 ans de guerre? Le malaise de l'Union africaine qui met en garde contre une balkanisation de la RDC, mais sans annonce concrète sur un plan de sortie de crise. En toile de fond également, la peur d'une extension du conflit. La crise humanitaire est particulièrement aiguë, avec un grand nombre de blessés, de déplacés et un risque sanitaire élevé, sans compter l'accès à l'aide humanitaire qui est problématique. Nous serons sur place avec la déléguée responsable du CICR à Goma. C'est une région du monde déchirée depuis plus de 30 ans par des violences d'une extrême gravité et d'une ampleur inimaginable. L'Est de la République démocratique du Congo, composé de 3 provinces, le Nord et le Sud Kivu, ainsi que l'Ituri, est en proie à des conflits qui n'en finissent pas et qui ont fait plusieurs millions de morts, de blessés, de déplacés, dans le silence ou presque de la communauté internationale. Un enchevêtrement de facteurs complexes, historiques, politiques, stratégiques, doit être pris en compte pour tenter de comprendre l'origine de ces violences. La prise sanglante de Goma en janvier dernier, puis tout récemment celle de Bukavu, par la milice rebelle dite du M23, ont relancé la crainte d'une potentielle extension du conflit dans toute la région des Grands Lacs. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo, la RDC, accuse le Rwanda de vouloir contrôler la région à travers la milice du M23 en s'appuyant sur la présence de militaires rwandais, notamment, selon la RDC, pour y piller les nombreuses richesses naturelles. Le Rwanda dément et se dit particulièrement menacé par un groupe armé fondé par des génocidaires réfugiés à l'est de la RDC à la suite du génocide des Tutsis en 1994. Nous rejoindrons dans un instant à Bruxelles Benoît Feit, journaliste à la RTBF, qui était encore il y a quelques jours en République démocratique du Congo. Mais tout de suite, retour sur les derniers événements avec Elsa Guinolfi. Une petite foule acclame les nouveaux maîtres de la ville. D'autres ont fui avant leur arrivée. Bukavu, capitale de la province du Sud Kivu, est tombée sans résistance aux mains du groupe rebelle M23, qui poursuit son avancée dans l'est de la République démocratique du Congo. Nous ne demandons rien d'autre que la paix. Qu'il ramène la paix, puis qu'il nous laisse travailler. Le M23, pour mouvement du 23 mars, gagne du terrain depuis qu'il a repris les armes fin 2021, avec des avancées significatives en ce début d'année. Le M23 a pris le contrôle de Goma, la capitale de la province du Nord Kivu, fin janvier, avant de poursuivre jusqu'à Bukavu. Selon le groupe d'experts sur la RDC mandaté par l'ONU, plusieurs milliers de soldats rwandais apportent un soutien systématique au M23 et contrôlent de fait leurs opérations. En face, les forces armées de la RDC, appuyées par des groupes armés locaux, les Wazalendo, peinent à contenir leur avancée. Le président rwandais, Paul Kagame, dénonce la menace que représentent, selon lui, certains combattants actifs dans l'est de la RDC. Les personnes qui ont assassiné des gens ici au Rwanda, celles qui ont perpétré le génocide, elles existent toujours. Elles sont toujours armées. Elles promeuvent toujours leur idéologie génocidaire. Dans notre voisinage, dans l'est du Congo, soutenu par le gouvernement. Le Rwanda demande régulièrement la neutralisation du groupe armé FDLR, présent dans l'est du territoire congolais. Un groupe fondé par des Hutus rwandais, dont certains ont été impliqués dans le génocide de 1994. Cette année-là, 800 000 à 1 million de personnes, dans leur immense majorité issues de la minorité Tutsi, sont massacrées par des extrémistes Hutus. Les autorités congolaises accusent le Rwanda d'avoir déclaré la guerre à la RDC et de convoiter les richesses du pays. La présence de milliers de soldats rwandais sur notre sol, leur soutien politique, logistique et militaire à leur pantin du M23, ainsi que leur implication dans l'exploitation illégale de nos ressources naturelles,
nous conduisent tout droit à une escalade aux conséquences imprévisibles. Le M23 a pris le contrôle de zones riches en minerais, sources d'or, d'étain et de coltan utilisés dans la microélectronique, comme la mine de Roubaïa, l'un des plus grands gisements de coltan au monde, passé aux mains du groupe le 30 avril dernier. Selon le rapport du groupe d'experts sur la RDC mandaté par l'ONU, l'extraction frauduleuse, le commerce et l'exportation vers le Rwanda des minéraux de Roubaïa ont bénéficié à la fois à la coalition AFC M23 et à l'économie rwandaise. Toujours selon ce rapport, les taxes prélevées sur la production et le commerce du coltan de Roubaïa ont généré au moins 800 000 $ de revenus par mois pour le M23. Benoît Feyd, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste reporter à la RTBF, la radio-télévision belge francophone. Vous revenez de RDC, vous avez réalisé une série de reportages. La RDC, c'est un pays que vous connaissez extrêmement bien, de même d'ailleurs que le Rwanda. Les enjeux de cette crise, on l'a vu dans le sujet, sont entremêlés avec des accusations réciproques dans cette région qui est minée par plus de 30 ans de violence, avec différentes phases à intensité variable. La situation s'est tout particulièrement et fortement dégradée en ce début d'année. Comment expliquer cette escalade actuelle? Écoutez, c'est difficile de donner une explication claire, mais on peut souligner des éléments de contexte qui sont quand même assez interpellants. Tout d'abord, il y a le changement de pouvoir à Washington avec l'arrivée d'un nouveau président, Donald Trump, dont on ignore pour l'instant quelle sera réellement sa politique africaine. Alors il est probable que le M23 ait profité de cette fenêtre pour tenter de forcer un peu le destin sur le terrain. On peut aussi signaler que cette offensive du M23, qui a donc pris Goma fin janvier, intervient alors qu'on observait l'échec total des négociations de ce qu'on appelait le processus de Luanda, qui visait à réconcilier les points de vue, en tout cas à forcer le dialogue entre le président Kagame du Rwanda, le président Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo, autour de la médiation du président angolais. Mais ce processus est arrivé finalement à son terme sur un échec. Le président Kagame souhaitait que les Congolais négocient directement avec le M23 en soulignant que c'était un problème intra-congolais. Les Congolais répondaient que non, pas du tout. C'était en fait derrière le M23 le Rwanda qui agissait et qu'il était hors de question de négocier directement avec un groupe terroriste. À force d'impasse, eh bien, donc ce processus de Luanda est arrivé à un échec. D'ailleurs, le président angolais a décidé de se retirer de ce processus. Et c'est donc à ce moment-là que l'offensive du M23 a réussi à prendre Goma fin janvier. Mais pour bien comprendre, parce qu'un grand nombre de groupes armés sévit dans l'est de la RDC, qui sont au juste ces rebelles du M23 et que revendiquent-ils précisément ? Alors le M23 signifie en fait le mouvement du 23 mars. Et le 23 mars auquel ils font référence, c'est le 23 mars 2009. Disons, pour faire simple, le M23 apparaît en 2012 en disant « Nous contestons les accords de paix qui ont été signés le 23 mars 2009 avec le précédent groupe rebelle qui s'appelait le CNDP. Un accord de paix entre ce groupe rebelle et le gouvernement congolais devait normalement intégrer une partie de ces rebelles dans l'armée. Le M23 a donc décidé de reprendre les armes après 3 ans en disant « En fait, les termes de cet accord n'ont jamais été respectés. Nous allons donc reprendre les armes pour nous battre contre Kinshasa puisqu'il ne nous donne pas ce que nous voulons. » Mais en fait, ce M23, comme le CNDP, ne sont finalement que des résurgences de plein de groupes rebelles qui se sont succédés à l'est du Congo depuis une trentaine d'années, tous se revendiquant finalement de la défense des Tutsis du Congo, des Tutsis des Congolais donc rwandophones, qui estiment être discriminés. Il faut dire qu'il y a aussi un vrai problème autour de la nationalité qui est parfois contestée de ces Tutsis congolais. Mais donc, pour faire simple, le M23 est en fait aujourd'hui une rébellion qui se revendique de la protection des rwandophones, des Tutsis congolais, et qui revendique finalement leur intégration au sein de l'armée congolaise. Une intégration qui leur a été refusée par Kinshasa récemment, depuis 2009, et ça se produit encore aujourd'hui. Une armée congolaise qui se trouve en difficulté actuellement, une armée pourtant soutenue par les casques bleus de la MONUSCO et par les troupes de la communauté de développement de l'Afrique australe. Ça traduit une fragilité de l'État congolais ?
En tout cas, le problème, c'est que l'armée congolaise, finalement, est une armée qui n'en a que le nom. Cette armée est aujourd'hui composée d'une série de factions qui ont été intégrées de force, enfin intégrées en fait après plusieurs guerres qui se succèdent depuis 30 ans au Congo. Plusieurs groupes rebelles se sont succédés, je vous l'ai expliqué. Et ils ont systématiquement, pour obtenir la paix, obtenu l'intégration au sein de l'armée congolaise. Donc cette armée, en fait, est composée de groupes hétéroclites. Il faut aussi également signaler que cette armée souffre de beaucoup de corruption. Dernier exemple en date, on s'est rendu compte que Kinshasa avait envoyé des sommes considérables pour renforcer son armée à l'Est et qu'une partie de ces sommes, en fait, est restée dans les poches de certains généraux qui étaient censés acheter des armes. Ils devaient acheter quelques dizaines de milliers d'armes ou vingtaines de milliers d'armes. Pour finir, ils n'en ont acheté que 10 000. Donc voilà, il y a la moitié du budget qui est un peu disparu. On peut dire que cette armée congolaise souffre d'une part d'un manque de coordination, d'un manque d'unité et surtout d'un manque de cohérence dans la transmission des instructions qui viennent de Kinshasa. Et donc cette armée sur le terrain s'avère parfaitement incapable de stopper l'avancée du M23 qui, lui, est soutenu, c'est clair, ça a été établi par le groupe d'experts des Nations Unies, soutenu par le Rwanda, logistiquement, militairement et également en hommes. On dit qu'il y a 3 à 4 000 soldats rwandais, des forces armées rwandaises qui se battent aux côtés du M23. Le rapport de force entre les deux armées est clairement à l'avantage du Rwanda. On l'a observé ces dernières semaines, ces derniers jours. Et maintenant, le M23 progresse avec une facilité déconcertante sur le terrain à l'Est. L'armée congolaise ne semble d'ailleurs plus réellement opposée de résistance sur le terrain. Benoît, vous parlez du Rwanda. Derrière cette crise, les enjeux politiques, géopolitiques, économiques sont nombreux. C'est une question de lutte d'influence entre la RDC et le Rwanda ? Oui, clairement. Alors aujourd'hui, il y a clairement une question d'animosité personnelle entre les deux présidents. Ils se sont échangés des noms d'oiseaux. Paul Kagame a traité Félix Tshisekedi d'idiot. Félix Tshisekedi a traité Paul Kagame d'Hitler. Donc les deux hommes aujourd'hui ont vraiment rompu toute relation. Ils se vouent une haine réciproque, il faut bien le dire. Mais au-delà de ça, le Rwanda cherche depuis maintenant une trentaine d'années à finalement essayer d'influencer la politique au Congo. Alors, il y a d'une part la volonté clairement de bénéficier des richesses qui sont à foison. On parle notamment du coltan qui est extrêmement présent à l'est du Congo, dont le Rwanda bénéficie. Donc, il y a vraiment clairement un trafic de minerais qui part de l'est du Congo, qui transite par Kigali, et Kigali s'enrichit clairement au bénéfice des occupations successives. Il faut aussi dire que la différence de taille des deux pays est vraiment gigantesque. Le Rwanda est un petit pays, le Congo est un gigantesque pays, et il est clair que pour le Rwanda, avoir un géant à côté de lui qui serait fort serait un réel danger. Donc il y a probablement une volonté aussi des forces armées, même du président Kagame, d'affaiblir un maximum son voisin pour éviter tout type de menaces. Et puis, il y a aussi l'argument premier qui est avancé par le Rwanda pour soutenir le M23, à savoir la défense des Tutsis congolais et aussi la lutte contre les FDLR. Alors, qui sont ces FDLR ? Ce sont en fait les héritiers des génocidaires qui ont donc rwandais, ceux qui ont commis ce génocide atroce en 1994, qui ont fui ensuite vers le Congo. Ils sont aujourd'hui rassemblés, ils constituent une force armée qui pourrait potentiellement menacer le Rwanda. C'est en tout cas ce que pense Kigali. Il est même un peu compliqué d'imaginer que les FDLR soient réellement en mesure d'envahir concrètement le Rwanda. Mais en tout cas, l'idéologie génocidaire est toujours présente à l'est du Congo. Et ça, c'est un argument qui est régulièrement mis en avant par le Rwanda pour justifier son intervention au Congo. Alors, l'Union africaine a mis en garde contre les risques, a-t-elle dit, d'une balkanisation de la RDC, avec en toile de fond la crainte d'un embrasement régional. Plusieurs pays africains sont directement concernés par l'évolution actuelle du conflit. On va le voir avec Elsa Anguinolfi. Rencontre sous tension à Addis Abeba. Pour le 38e sommet de l'Union africaine, la situation en RDC était au cœur des préoccupations. Nous exprimons notre inquiétude quant au fait que cette escalade, cette nouvelle escalade, ne devienne un conflit ouvert qui détruirait et aurait un impact sur les activités humanitaires et le tissu social déjà très affaibli de la région. Plusieurs pays africains sont directement concernés par l'évolution actuelle du conflit. Par exemple, l'Afrique du Sud, qui dirige la force régionale mise en place par la communauté de développement de l'Afrique australe en soutien au gouvernement congolais de Félix Tshisekedi. Une présence vivement critiquée par le Rwanda. Il prétend jouer un rôle de gardien de la paix.
Et il dispose d'une force qui a combattu aux côtés des FDLR et qui a combattu le M23 sur les instructions de Tshisekedi. Plusieurs soldats sud-africains sont morts en RDC ces dernières semaines. Nous devons faire face à un des conflits les plus difficiles en RDC, où heureusement, nous cherchons toujours à restaurer la paix. Les tensions sont aussi importantes avec deux pays voisins de la RDC et du Rwanda, le Burundi et l'Ouganda. Le Burundi a déployé des soldats en RDC qui ont combattu le M23. Si le Rwanda continue à faire des conquêtes dans le territoire et dans notre pays, je sais qu'il va arriver même au Burundi. Nous n'allons pas accepter, la guerre sera généralisée. De son côté, l'Ouganda a une position ambiguë. Les forces armées ougandaises et congolaises mènent une opération conjointe dans l'est de la RDC contre une autre milice rebelle. Et l'Ouganda soutiendrait en parallèle le M23, selon le groupe d'experts sur la RDC mandaté par l'ONU. Benoît Feit, l'inquiétude existe. Est-ce que la situation peut s'embraser en Afrique centrale ? Oui, très clairement, elle s'est déjà embrasée par le passé. Et là, ce qu'on craint aujourd'hui, c'est que ça se reproduise. Il y a tout d'abord l'effet du Rwanda qui, comme je vous l'ai dit, soutenait clairement cette notoriété publique, le M23. Donc déjà, nous avons sur le territoire congolais des troupes rwandaises qui se battent. Il y a un peu plus au nord, dans la province au-dessus du Nord Kivu, la province de l'Ituri, une présence des troupes ougandaises. Et ces derniers jours, l'armée ougandaise s'est d'ailleurs rassemblée aux côtés des forces armées congolaises dans la ville de Bunia, probablement en s'inquiétant de l'évolution du conflit. Et surtout, il y a là derrière encore l'inquiétude liée aux minerais. Et sans doute que pour l'Ouganda, c'est une façon de s'arranger pour que les richesses de l'Ituri, cette fameuse province, ne tombent pas aux mains du Rwanda. Et puis encore le Burundi, lui qui est plus au sud, est aujourd'hui directement menacé par la progression du M23 qui descend de plus en plus proche de sa frontière. L'armée burundaise se battait jusqu'il y a récemment aux côtés de l'armée congolaise et pour l'instant, elle a décidé de se replier pour protéger sa propre frontière. C'est dire que derrière la situation qui se produit aujourd'hui, il y a des craintes tant en Ouganda qu'en République démocratique du Congo qu'au Burundi, de voir une extension du conflit. Et puis il faut encore citer aussi la présence des troupes de l'armée sud-africaine qui étaient venues se battre aux côtés de l'armée congolaise sous la coupole de la communauté des États de l'Afrique australe. Cette armée a subi de nombreuses pertes, une quinzaine d'hommes lors de la prise de Goma et ces militaires sud-africains sont pour l'instant enclavés, coincés. Ils se sont protégés auprès de la MONUSCO, donc les casques bleus si vous voulez, la MONUSCO, non, la mission des Nations Unies au Congo, ce qui montre qu'il y a de nombreux acteurs internationaux qui sont rassemblés au Congo aujourd'hui et c'est ça qui fait clairement craindre un embrasement régional. Vous avez notamment tourné dans une commune de la ville de Kinshasa, la capitale de la RDC. Vous êtes allé à la rencontre de jeunes militants du parti au pouvoir, le parti du président Tshisekedi. Donc ces militants auraient participé à des manifestations fin janvier. On écoute cet extrait de votre reportage. Est-ce que la vie d'un Ukrainien vaut plus que la vie d'un Congolais ? La Russie a commencé à se battre contre l'Ukraine et en quelques jours, la communauté internationale a pris des sanctions. Mais ici, ça fait des années, il y a des millions de morts. La communauté internationale ne réagit pas. L'Union européenne, rien. Extrait donc de votre reportage, Benoît Feit. Ce militant savait bien qu'il s'adressait à la télévision belge, donc à des téléspectateurs européens. Mais vous l'avez observé plus largement dans le pays. On peut parler d'un réel ressentiment vis-à-vis de l'Occident ? Oui, très clairement, et le reproche qui est régulièrement formulé à l'Occident, c'est en fait de soutenir directement ou indirectement le Rwanda. Et donc les Congolais ont l'impression d'être complètement lâchés par la communauté dite internationale. Soyons clairs, quand on dit communauté internationale au Congo, on parle essentiellement de pays occidentaux, la France, la Belgique, la Grande-Bretagne et les États-Unis. Et ce que les Congolais disent aujourd'hui, c'est qu'en fait, ils sont prêts à applaudir, à accueillir de nouveaux alliés. Ils parlent notamment de la Russie. Alors, il y a probablement une forme de provocation là derrière, mais ça témoigne quand même d'un sentiment anti
récit occidental de plus en plus prégnant. Il faut dire, et il faut le rappeler, que dans l'histoire, les Occidentaux qui sont partis au Congo ne sont rarement allés là-bas sur place pour l'amour du Congo et des Congolais, mais plutôt par intérêt financier, une volonté de dominer. Et ça, les Congolais ne l'ont pas oublié. L'histoire coloniale reste très présente dans l'esprit des Congolais aujourd'hui. Et quand ils voient les agissements de la communauté internationale, notamment celui de la Belgique, ils ne le pardonnent pas et donc ils sont particulièrement remontés à l'égard de l'Occident. Alors ces combats, cette situation plonge toute la région dans une crise humanitaire aiguë entre déplacements massifs, hôpitaux saturés et difficultés de l'acheminement de l'aide. Les organisations sur place tentent d'agir au mieux. On va le voir avec Rachel Heuby qui a contacté le Comité international de la Croix-Rouge à Goma. Courir et vite. À l'est de la République démocratique du Congo, la violence des groupes armés plonge les civils dans la terreur. Plus de 7 millions de personnes sont aujourd'hui déplacées. À Goma, sous contrôle rebelle depuis fin janvier, le CICR poursuit ses activités malgré l'insécurité. La situation humanitaire est préoccupante, extrêmement catastrophique. On a observé un niveau d'intensité du conflit qu'on n'avait jamais vu avant, avec l'utilisation d'artillerie lourde. Ça a poussé les populations à se déplacer. Il y avait des corps en ville, il y avait énormément de blessés, ce qui faisait que les hôpitaux étaient surchargés, dont ceux soutenus par le CICR. Soigner les blessés, enterrer les corps et rétablir l'accès à l'eau potable. Sur le terrain, les besoins sont immenses. On s'est aussi concentré sur la réparation des lignes électriques ou des stations de pompage, puisqu'il n'y avait pas d'électricité ou d'eau en ville de Goma pendant plusieurs jours. On était dans une course contre la montre par rapport à la collecte de dépouilles, puisque en fait, il y a un vrai risque sanitaire, notamment autour du choléra, qui est présent lorsqu'il y a des corps non ramassés. Mais l'accès humanitaire reste un défi quotidien. Les aéroports sont fermés et des convois et entrepôts ont été attaqués. Je pense qu'effectivement, les conditions de travail ont été extrêmement compliquées. L'entrepôt médical du CICR ainsi que d'autres entrepôts a effectivement été pillé, mais il y a eu une grande solidarité de la part des acteurs humanitaires qui étaient à Goma, qui nous a permis une continuité des soins avant de trouver d'autres solutions. Des opérations d'autant plus fragilisées par le gel temporaire de l'aide étrangère américaine, dont la RDC dépend à 70%. Alors que le M23 gagne du terrain, le CICR craint que la crise ne s'étende encore. De son côté, l'ONU alerte contre la flambée des violences sexuelles et le recrutement d'enfants. À Genève, une enquête internationale est en cours pour documenter ces crimes. Benoît Feit, l'ONU se dit très préoccupée par la situation humanitaire dans la région. Ce sont une fois de plus les populations civiles qui payent le prix fort. Oui, et je vous dirais que ça fait 30 ans que ça dure. Donc il faut rappeler que le Congo est un pays gigantesque, potentiellement extrêmement riche, mais la population y est extrêmement pauvre. On peut considérer que 3/4 des Congolais, donc 100 millions de personnes, plus ou moins 3/4 de ces 100 millions de personnes vivent avec moins de $2 par jour. Alors la succession de guerres et de rébellions qu'on observe à l'est du Congo, notamment depuis une trentaine d'années, a aussi poussé beaucoup de gens en dehors de chez eux, des déplacés internes, comme on les appelle. Ils sont près de 6 millions, rien qu'à l'est. Aujourd'hui, c'est énorme. Et puis, on ne sait pas non plus combien de morts, de victimes il faut comptabiliser depuis ces longues années de guerre. Plusieurs chiffres circulent, il est difficile d'objectiver les chiffres les plus élevés par de 10 millions, mais y en a-t-il 5, 7, 6 ça on ne sait pas. Toujours est-il que la population souffre au Congo, sans compter aussi malheureusement les femmes qui sont régulièrement victimes de violences sexuelles. Le viol est devenu une arme de guerre depuis des décennies au Congo aujourd'hui, sans que cela n'ait réellement ému la communauté internationale au point d'agir. Il faut bien le reconnaître. Selon le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, la situation à Bukavu est très chaotique. Des exactions auraient été commises. Il est très difficile de vérifier les informations. Beaucoup d'inquiétudes à travers le pays. Bien sûr, les familles cherchent à obtenir des nouvelles de leurs proches à l'est de la RDC. Oui, et elles ont du mal à obtenir des réponses parce qu'elles ont le sentiment que quand elles conversent avec leur famille restée de l'autre côté de la ligne de front, en zone occupée par le M23, eh bien ces familles en zone M23 aujourd'hui craignent de s'exprimer librement. Ils
parle à mots couverts. Il est évident aussi, on l'a entendu, j'ai eu quelques contacts à Bukavu de gens qui me parlent, mais vraiment entre les lignes, qui n'osent pas me dire clairement ce qu'ils pensent, mais on sent une énorme crainte, on sent la crainte d'être envahi par de nouveaux envahisseurs auxquels il va falloir se soumettre. Et ces gens dans ces zones occupées ne savent absolument pas à quoi s'attendre à l'avenir, comment ils vont être traités, mais ils ont bien compris qu'aujourd'hui, il fallait se tenir à carreau et ils craignent véritablement pour leur sécurité à l'avenir. Alors, est-ce que la diplomatie peut sauver la situation ? Quelles seraient les conditions pour une paix durable ? Écoutez, en tout cas, comme le dialogue est rompu entre les deux principaux protagonistes de cette guerre, la République démocratique du Congo et le Rwanda, c'est sans doute à la communauté internationale de s'investir. Mais pour l'instant, à part des déclarations mièvres qui appellent au cessez-le-feu, mais sans plus de contraintes, mais écoutez, on voit bien que sur le terrain, rien ne se passe. Alors, ce qui est sûr, c'est que les Congolais, ce qu'ils attendent aujourd'hui, c'est que la communauté internationale s'implique pour faire pression sur le Rwanda, applique des sanctions sur le Rwanda pour qu'il se retire, pour qu'il cesse son soutien au M23. Il faut rappeler qu'en 2012, quand le M23 est apparu, il avait déjà pris la ville de Goma, mais à l'époque, il y avait une réaction forte de la communauté internationale, notamment du président américain de l'époque, Barack Obama, qui avait menacé le Rwanda de sanctions, et le M23 avait finalement, au bout de 2 semaines, décidé de se retirer de Goma. Aujourd'hui, on n'observe pas de réaction aussi ferme de la part de la communauté internationale, et c'est sans doute aussi pour ça que la situation s'enlise et même s'accentue, que le M23 continue de progresser sur le terrain. Rien ne semble réellement pouvoir l'arrêter. Merci infiniment Benoît Fay. Je rappelle que vous êtes journaliste à la RTBF et que vous suivez évidemment la situation de près. Et puis j'ajoute que vous êtes le co-auteur d'un documentaire intitulé Lumumba, le retour d'un héros, film qui raconte les célébrations hautement politiques entourant le retour de la dépouille du héros de l'indépendance congolaise plus de 60 ans après son assassinat. Merci beaucoup. Et merci d'avoir été avec nous. Géopolitis, c'est une émission de la radio-télévision suisse et de TV5 Monde que vous pouvez retrouver en tout temps sur les différentes applications ainsi que sur notre chaîne YouTube. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien.